Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la troisième et dernière étape de la formation des spécialistes en communication sur l'approche d'adaptation basée sur l'écosystème a eu lieu à Anéro. Pourquoi cette formation et quel intérêt pour la population? Les éléments de réponse dans ce journal. L'utilisation excessive du sachet plastique pollue la ville de Lomé. Cette situation inquiétante a alerté notre équipe de reportage qui est allée recueillir l'opinion des citoyens sur cette pratique. Au Tchad, les éléphants sont en danger. Ces animaux sont décimés par des braconniers sans scrupules. SOS Éléphants du Tchad appelle les autorités à réagir pour protéger les plus grands pachydermes d'Afrique. C'était les titres, place au développement. Des spécialistes en communication ont été formés jeudi dernier à Anéro sur l'approche d'adaptation et les moyens de subsistance des populations basées sur les écosystèmes. Cette formation rentre dans le cadre du renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo. Les précisions dans les images qui suivent. La troisième et dernière étape de la formation des spécialistes en communication sur l'approche d'adaptation et les moyens de subsistance des populations basés sur les écosystèmes EBA s'est déroulée ce jeudi 13 avril 2023 au centre Mater Christi d'Anéro. Cette formation fait partie intégrante du projet dénommé « Renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo ». La phase pilote de ce projet se déroule dans 8 préfectures de la région maritime du Togo, à savoir la préfecture de Vaud, des Lacs, Aguenivé, Yoto, Bamounou, Ave, Zio et la préfecture du Golfe. Le projet va durer 5 ans et est dans sa première année de réalisation. Cette formation tourne autour de 8 modules dont la mise en route et cadre de la formation, cadrage conceptuel du changement climatique, méthodologie d'intégration et d'adaptation au changement climatique, approche fondée sur les écosystèmes EBA, phase préparatoire et la phase de planification. Il est à noter que la formation est planifiée sur 3 étapes et prend fin avec celle d'Anéro en ce jour. Le port autonome de Lomé a procédé au lancement du plan d'action environnementale le mercredi 12 avril sur la plateforme portuaire. Cette action initiée par la Direction générale du port autonome de Lomé permettra aux utilisateurs du port de connaître, de respecter et d'appliquer les règles de gestion environnementale pour le mieux-être de tous. Suivons le commentaire. Au centre d'un certain nombre d'activités industrielles, commerciales, de transport, le port autonome de Lomé fait face souvent aux problèmes environnementaux qu'il convient de régler. La maîtrise des aléas climatiques implique une synergie d'action de la part de toute la communauté portuaire. Alerté de ces enjeux depuis 2014, le port autonome de Lomé s'est engagé dans un processus de management de qualité. Un processus qui lui a permis d'obtenir une certification version 2015 pour l'environnement. Cette certification exige la mise en place d'un système de management qui prend en compte les préoccupations liées aux performances environnementales dans leur ensemble, y compris la protection côtière et maritime. Une analyse environnementale a permis de dresser l'état des lieux des activités et de la réglementation à appliquer. Il a été mis en place une politique environnementale permettant l'amélioration continue et la prévention de la pollution générée par les activités portuaires. Une structure organisationnelle faisant ressortir les activités de planification, les responsabilités, pratiques, procédures, procédés et ressources est mise en œuvre dans le cadre de l'application de la politique environnementale du port autonome de Lomé. Pour le directeur du port autonome de Lomé, le contre-amiral Fogan Kodjo Adénion, ce plan d'action prend en compte des mécanismes et stratégies pour amener les utilisateurs du port autonome de Lomé à connaître, à respecter et à appliquer les règles de gestion environnementale. Selon l'expert environnementaliste du port autonome de Lomé, Dr Paul Koudadji Kodjo, des actions de renforcement des capacités du personnel et des clients du port autonome de Lomé dans la prise en compte de la dimension environnementale seront assurées. Il y aura également des séances de sensibilisation des utilisateurs et des usagers du port autonome de Lomé sur les questions environnementales. Les sachets plastiques sont source de pollution considérable.
Leur utilisation a des impacts non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la santé humaine. Que pensent les Togolais des sachets plastiques? Les citoyens se prononcent au micro de Rafietou Bereko. L'utilisation des sachets plastiques, elle est récurrente, très récurrente, surtout chez les bonnes femmes au marché. Mais je vois qu'aujourd'hui, cette utilisation provoque à la longue des maladies. Surtout quand nous achetons dans des plastiques et des aliments qui sont carrément chauds. Pour éradiquer cela, je crois qu'il va falloir les remplacer à part d'autres emballages. Moi, je propose qu'on puisse utiliser les papiers blancs. Autre chose, vont également utiliser les emballages de maïs et autres, les épluches de maïs que nous avons, les épluches locales là que nous avons. On peut aussi les utiliser, les transformer et pouvoir les utiliser. L'utilisation des sachets plastiques, moi je pense que c'est néfaste. D'abord pour notre propre santé. Aujourd'hui, quand on voit dans nos carnivores et tout ça, c'est rien que des sachets plastiques qui polluent l'environnement. Donc moi je pense qu'on devrait interdire ça et préconiser les sachets biodégradables ou bien les sacs carrément en pagne. Par exemple, si je vais au marché, je prends un sac, je mets ce que j'ai acheté dedans, j'amène chez moi. Le lendemain, je peux relaver ce même sac et aller au marché avec. Donc c'est à long terme plutôt que d'utiliser plusieurs sachets. Si aujourd'hui je pars pour acheter du aïmolou chez une bonne dame, elle va me vendre le aïmolou dans un sachet, le piata dans un autre sachet, le tout emballé dans un autre sachet aussi. Ça fait 3 sachets qui ne nous servent à rien et qui nous donnent des maladies. Ces sachets pour des aliments, pour la vente, un truc comme ça, en fait c'est pas bien parce que quelqu'un en l'utilisant après peut le jeter. Donc n'importe quel endroit quoi, ça pollue déjà l'environnement. S'il y a un autre moyen de trouver des sachets biodégradables qui peuvent mieux servir à l'environnement, c'est passable quand même. L'utilisation des sachets plastiques, ça pollue l'environnement, ça bouche les carnivores. Selon moi, on doit interdire l'utilisation des sachets plastiques et puis remplacer ça par l'utilisation des sachets biodégradables, les emballages papier dégradables pour juste conserver notre environnement. Les sachets plastiques, c'est des éléments qui sont vraiment très utilisés par la population. Mais la réalité est que ces sachets ne font pas du bien à l'environnement, à notre écosystème. Déjà en termes de pollution physique, nous pouvons observer un peu partout des sachets plastiques qui errent. Ça déjà en termes d'esthétique, c'est pas quelque chose de très reluisant. Bon, quand on voit un peu plus en profondeur, en termes d'écologie, vous savez, un sachet plastique enfoui dans le sol prend entre 100 et 1000 ans pour se décomposer, vous imaginez. Donc je crois que c'est vraiment un phénomène aujourd'hui qu'il faut par tous les moyens essayer de réguler. Puisque les sachets plastiques, en dehors de tout ce que nous voyons comme pollution physique, destruction du caractère esthétique des villes, les sachets plastiques nous permettent de faire beaucoup de choses. Mais moi, je crois qu'on peut aller vers les sachets biodégradables. La qualité de notre alimentation a un impact sur notre santé et notre bien-être. Parmi les aliments que nous consommons, il y en a qui sont bio et d'autres ne le sont pas. Alors, lesquels sont bien pour nous? Les avis sont rapportés par Vivace Amana. Je pense que les aliments bio sont meilleurs pour notre organisme par rapport aux aliments chimiques. Nos parents, par exemple, avaient une vie et une santé saine parce qu'ils consommaient bio par rapport à nous les jeunes qui consommons les aliments non bio et qui souffrons de maladies diverses. Nos parents, par exemple, avaient une bonne espérance de vie par rapport à nous les jeunes. L'alimentation bio, je pense que c'est quelque chose qui est bien par rapport à notre organisme et plus mieux placé par rapport aux aliments importés. Et c'est bien pour notre organisme aussi, plus mieux que par rapport à ce qu'on nous importe ici. Pour encourager la population à consommer les aliments bio, il va falloir qu'on les sensibilise bien aux effets néfastes par rapport aux aliments importés et les bienfaits de nos aliments que nous cultivons ici. Les aliments sans engrais sont bons par rapport aux aliments qui n'ont pas reçu de l'engrais. Les aliments non bio ne sont pas bons pour la santé.
Ces fruits, par exemple, sont bio et dégagent une bonne couleur et une bonne odeur quand ils mûrissent. Ce que je peux dire à la population est qu'il faut consommer ce qui est bio pour avoir une bonne santé. Alors, parlant de l'alimentation bio, aujourd'hui, vous savez que ça renvoie plus à l'alimentation de façon naturelle et saine. Et aujourd'hui, nous commettons l'erreur d'aimer plus ce qui est transformé. C'est-à-dire ce qui est exporté, c'est ça que nous aimons prendre. Alors que l'alimentation bio est l'idéal pour notre santé, pour notre bien-être. Parce que ça ne subit pas de transformation, ça ne rentre pas dans une machine pour pouvoir nous dégrader, pour pouvoir nous tuer. Et si on va s'adapter déjà à l'alimentation bio, je crois qu'on va beaucoup durer en Afrique. Parce que c'est ce qui nous tue. Donc je crois bien que l'alimentation bio est la meilleure pour le bien-être de toute personne qui veut durer et qui veut être en bonne santé. Au Sahel, une équipe internationale des scientifiques a réussi à comptabiliser pour la première fois le nombre précis d'arbres qui poussent en Afrique subsaharienne, de l'Atlantique à la mer Rouge. L'objectif de cette opération est de comprendre le rôle de la végétation dans le stockage du carbone en région aride. Plus de précisions avec Irène Papadina. Le nombre d'arbres couvrant une vaste zone d'Afrique subsaharienne a été établi pour la première fois grâce à une méthode combinant observation satellite et intelligence artificielle. Ceci dans le but d'améliorer la préservation de ces puits de carbone, selon une étude publiée mercredi dernier dans la revue Nature. D'après cette étude, il y aurait 9,9 milliards d'arbres sur une bande de terre aride couvrant près de 10 millions de kilomètres carrés de l'océan Atlantique à la mer Rouge. Dans les zones arides, les arbres capturent le carbone bien plus longtemps que les herbacées et les autres espèces végétales de la région. Les scientifiques ont utilisé l'intelligence artificielle pour analyser plus de 300 000 images satellites à haute résolution afin de déterminer la surface couverte par les feuilles de chaque arbre dans les régions arides. Ces données constituent un premier pas vers l'élaboration de meilleures politiques de sauvegarde en améliorant le suivi des programmes de préservation de la forêt par les scientifiques. La même méthodologie pourrait être utilisée dans d'autres zones arides, notamment en Australie, dans l'ouest des États-Unis et en Asie centrale. Elle va également aider pour la mise en œuvre du projet Grande Muraille Verte qui vise à régénérer la savane, les prairies et les terres agricoles dans le Sahel. Au Tchad, le braconnage a repris de plus belle. Au moins 5 éléphants ont été abattus la semaine dernière par des braconniers qui se sont emparés de leur défense. L'alerte est lancée par l'ONG tchadienne SOS Éléphants pour sauver les pachydermes de ce Tchad. Suivons. L'organisation SOS Éléphants du Tchad a déploré la reprise du braconnage des éléphants dans le pays, appelant les autorités à prendre des mesures fermes pour empêcher ces pratiques. D'après un communiqué de l'ONG, plusieurs éléphants ont été abattus début avril par des braconniers dans la zone de Beïnamar, dans le département de l'Adodje, dans le Logone occidental. Leurs défenses ont été arrachées et leurs têtes coupées. Le braconnage avait diminué depuis 10 ans lorsque les mesures très strictes pour protéger les éléphants ont été prises par le feu président Idriss Déby. La situation s'est aggravée ces dernières années et les éléphants sont en voie de disparition au Tchad. Il reste moins de 1500 éléphants aujourd'hui, alors qu'il y a 30 ans, ils étaient plusieurs dizaines de milliers. Les éléphants résident dans des zones protégées, mais aussi à l'extérieur de ces zones où ils sont très vulnérables au braconnage. Certaines populations d'éléphants sont même négligées par l'État tchadien car elles ne sont pas dans des zones protégées comme les éléphants du fleuve Chari. Ces troupeaux n'ont pas de sécurité adaptée et leurs habitats sont progressivement détruits, ce qui accroît les conflits hommes-éléphants et exacerbe les tensions communautaires sans solution en vue pour sauvegarder ces troupeaux de la perte de leurs habitats. La France ne finit pas avec les incendies. Un nouvel incendie a eu lieu dans la zone méridionale du pays. Les Pyrénées-Orientales sont ravagées par un grand feu qui semble être maîtrisé pour le moment. Plus de précisions dans le commentaire de Vivace Amana. 930 hectares sont partis en fumée dans les Pyrénées-Orientales dans la nuit du dimanche à lundi.
La sécheresse qui a déclenché les restrictions d'eau dans cette région de la France est l'un des facteurs de ce grand feu dévastateur. En effet, l'incendie qui a ravagé les Pyrénées-Orientales est le plus grand feu de l'année 2023 en France. D'après les informations du ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, le feu est maîtrisé et fixé. Mais la zone reste sous surveillance par près de 500 pompiers mobilisés pour éteindre cet incendie. Le feu a commencé dans la commune du Cerbère au sud de la France avant de se propager vers la frontière franco-espagnole. Des avions et de grands engins lourds sont mobilisés pour maîtriser la situation. Le plus dur est passé, mais l'état d'alerte est maintenu parce que l'incendie qui vient d'avoir lieu s'est produit à un moment un peu plus précoce. Cet incendie est dans la suite d'un phénomène qui a démarré en juin 2022. L'urgence de la reconstitution des stocks d'eau devient cruciale. Notons qu'aucun décès n'est à déplorer. Néanmoins, près de 300 personnes sont évacuées de la région pour plus de sécurité. Les dérèglements climatiques ont des conséquences graves sur l'écosystème. Certains mécanismes naturels comme la libération du carbone par les sols connaissent des perturbations en temps de sécheresse. Les conséquences de la sécheresse des sols sur l'environnement, retrouvons Vivace Amana. Les sols souffrent de sécheresse. Cela constitue un véritable problème pour stocker le carbone qui modifie les propriétés physiques des sols et empêche ainsi l'érosion. La sécheresse des sols est un ennui grave en ce sens que dans les sols, des micro-organismes libèrent le carbone dans l'atmosphère. L'enjeu est de comprendre comment dans un monde qui se réchauffe avec un climat qui change, tout cela va se rééquilibrer. Pour pallier à ce problème, les chercheurs de l'Université de Californie aux États-Unis observent les périodes pendant lesquelles la sécheresse est plus fréquente et plus intense. Les plantes et les micro-organismes seront touchés, notamment la fréquence et l'intensité croissante des épisodes de sécheresse. Les micro-organismes, en effet, devraient se montrer capables d'évoluer et de changer leurs fonctions et les propriétés plus rapidement que les plantes. Cette sécheresse pourrait bien ne pas affecter de la même manière les différents types d'écosystèmes. Cela va permettre de faire pencher la balance en faveur des micro-organismes les plus bénéfiques aux plantes et les plus susceptibles de retenir le carbone dans le sol. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à la réalisation. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International.